Dans le monde du catch professionnel, un début marquant peut créer des souvenirs qui traversent les générations. Mais quels sont les débuts qui ont vraiment marqué les esprits? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui en retraçant les plus grands débuts de l'histoire du catch. Et bien sûr, si on doit commencer quelque part, autant le faire avec l'un des plus grands. Car même après 25 ans, les fans ne peuvent pas oublier ce jour où Chris Jericho, après avoir quitté la WCW, est venu se proclamer le nouveau sauveur de la WWF. Mais revenons un instant en arrière car ce début ne s'est pas limité à cette seule soirée. En effet, dans les semaines précédant l'épisode de Monday Night Raw du 9 août de cette année-là, une horloge mystérieuse baptisée Countdown to the Millennium a commencé à apparaître occasionnellement à l'écran. Bien sûr, ceux qui faisaient attention avaient vite remarqué que ce compte à rebours n'allait pas atteindre zéro le 31 décembre, mais bien en plein été, suggérant qu'un événement inattendu se préparait. Quant à savoir ce qui se tramait réellement, la révélation est survenue lors de ce fameux lundi soir. Alors que le Rock était sur le ring en train de faire une promo, le sablier s'est vidé. Et c'est à ce moment-là que l'impensable s'est produit. Les lumières se sont éteintes et une musique désormais légendaire a retenti. Mais à qui appartenait cette musique? Eh bien, il s'agissait de l'un des plus grands espoirs de la World Championship Wrestling, Y2J lui-même, Chris Jericho. Bien sûr, certains fans présents dans l'arène avaient déjà compris ce qui allait se passer, comme en témoignent les nombreuses pancartes à son nom dans le public. Mais cela n'a en rien diminué l'explosion de joie qui s'est produite lorsque son nom est apparu sur le Titantron, confirmant officiellement son arrivée. Rien qu'en se basant sur la réaction du public, on pourrait argumenter que ce fut le plus grand début de l'histoire du catch. Et Chris Jericho, conscient de l'ampleur du moment, a donné le meilleur de lui-même face à un maître du micro comme le Rock. Il s'est assuré d'être immédiatement pris au sérieux. L'impact de cette scène iconique a contribué à faire de lui une immense star aux yeux des fans, et c'est en partie pour cette raison qu'il reste un main eventer encore aujourd'hui. Cela dit, ce n'est plus à la WWE qu'il joue ce rôle, mais bien chez son principal concurrent, All Elite Wrestling. Et bien que l'AEW soit encore une compagnie relativement récente, elle a déjà offert son lot de débuts mémorables, notamment le retour tant attendu de CM Punk sur un ring en 2021. Ce qui a suivi a peut-être eu des résultats mitigés pour Tony Khan, mais il est absolument indéniable que pendant une nuit, le 20 août de cette année-là, sa compagnie s'est sentie au sommet du monde. Et comment aurait-il pu en être autrement? Car depuis son départ dramatique de la WWE en 2014, Punk était devenu une sorte de chimère pour les fans de catch, un homme plus proche du mythe que de la réalité. C'est précisément pour cette raison que 7 ans plus tard, son nom était encore fréquemment scandé lors des shows, souvent en signe de protestation lorsque le public n'était pas satisfait de ce qu'il voyait. Pourtant, même si les fans continuaient de l'acclamer au tournant de la décennie, l'idée qu'il puisse un jour revenir semblait pratiquement impossible. Alors, lorsque les rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il avait signé un accord pour revenir en tant que membre du roster de la AEW durant l'été 2021, l'excitation est montée en flèche. Et cette excitation a atteint son apogée le 20 août lors d'un épisode de Rampage intitulé The First Dance où 15 000 personnes ont rempli le United Center de Chicago pour voir leur héros apparaître. Évidemment, lorsque Cult of Personality a commencé à résonner et que Punk est sorti sur la rampe d'entrée, l'ovation était si immense qu'on ne pouvait la comparer qu'à la réaction qu'avait reçue Steve Austin en 1998. Certains hommes adultes dans la foule étaient même en larmes. Après tout, c'était le fils prodige qui revenait après presque une décennie d'absence. Malheureusement, même si les 6 premiers mois de son retour ont offert des moments mémorables, notamment sa rivalité avec MJF à l'été 2022, l'expérience CM Punk s'était de nouveau effondrée dans un mélange de blessures et de muffins de Mindy's Bakery. Les choses auraient-elles été différentes s'il était revenu pour le supposé Second Coming en juin 2023? Pas sûr, car depuis son retour au sein de la WWE au Survivor Series quelques mois plus tard, le Second Citizen semble vraiment à la maison. Quoi qu'il en soit, une chose est cependant presque certaine, un autre retour ne se produira pas de sitôt car tous les acteurs de cette histoire évoluent désormais dans des compagnies différentes. Cela ne change cependant pas le fait que lors de leur début en 2012, le Shield ont été présentés de manière presque parfaite. En effet, à une époque où la WWE était à son plus bas en termes de direction créative, un véritable électrochoc s'est produit en novembre de cette année-là lors des Survivor Series. Ce soir-là, 3 des talents montants les plus prometteurs de l'industrie, à savoir Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns, sont apparus en tant qu'unité et ont immédiatement détruit tout le monde sur leur passage. Mais revenons un instant en arrière, car pour comprendre pleinement pourquoi cet instant était si marquant, il faut examiner qui étaient ces 3 hommes à l'époque. Roman Reigns était une sorte de projet personnel de Vince McMahon, notamment grâce à son appartenance à la famille Anoa'i. Mais en ce qui concerne Ambrose et Rollins, ils n'étaient en aucun cas considérés comme des valeurs sûres pour le roster principal. Ce fait ne devrait pas être une surprise, surtout quand on sait qu'Ambrose était jusqu'alors connu sous le nom de Jon Moxley, un spécialiste des deathmatchs, et que Rollins avait déjà connu un passage sous le nom de Tyler Black à la Ring of Honor. Avec leur passé indépendant, la plupart des observateurs pensaient qu'ils ne dépasseraient jamais la mid-card une fois arrivés à Raw ou SmackDown.
Et c'est précisément pour cette raison que leur apparition a été si marquante. Car lorsqu'ils sont avec Reigns infliger un triple powerbomb à Ryback à travers la table des commentateurs pour conclure Survivor Series, il était clair qu'ils visaient le main event, et uniquement le main event. Et c'est exactement ce qu'ils ont obtenu car au cours des 18 mois suivants, ils ont absolument dominé tout le monde, y compris des noms comme John Cena, Daniel Bryan et Randy Orton. Puis en 2014, lorsqu'ils ont pris des chemins séparés, chacun a réussi à se forger une carrière en solo impressionnante. Aujourd'hui, Seth Rollins est une figure majeure de Raw, Roman Reigns domine SmackDown en tant qu'original Tribal Chief et Jon Moxley est devenu l'Ace et le champion de la AEW. Si leur début n'avait pas été aussi réussi, tout cela aurait-il été possible? Peut-être pas. Il y a fort à parier que dans une autre réalité, ces trois hommes seraient encore aujourd'hui bloqués dans la mid-card. Et le Shield ne sont pas les seuls à avoir su capitaliser sur l'impact d'un grand début pour bâtir une carrière durable. Car concernant notre prochain sujet, Kane, il a su lui aussi rester pertinent pendant des décennies et ça grâce à une entrée fracassante en 1997 qui a marqué les esprits. Comme pour Chris Jericho et CM Punk, une grande partie de ce qui a rendu ce début si marquant résidait dans la construction qui l'avait précédé. Quelle était cette construction? Eh bien, tout a commencé au printemps de cette année-là lorsque Paul Bearer s'est mis à prétendre qu'il connaissait un secret sur l'Undertaker. Un secret qui, s'il était révélé, pourrait détruire sa carrière. Évidemment, une telle déclaration a immédiatement suscité la curiosité des fans, et au fil des semaines, alors que de nombreux indices étaient subtilement disséminés, l'intrigue n'a cessé de croître, incitant les spectateurs à rester attentifs. Finalement, la révélation tant attendue est tombée. Le grand secret du Deadman était qu'il avait un frère cadet que tout le monde croyait mort. Mais Kane n'était pas mort. Non, il avait en réalité survécu à l'incendie qui était supposé l'avoir tué et était désormais prêt à se venger de l'homme qu'il tenait pour responsable de cette tragédie, l'Undertaker lui-même. Toutefois, sa première apparition ne s'est pas produite immédiatement. Non, les indices ont continué à être semés tout au long de l'été et même jusqu'à l'automne. À tel point que certains fans avaient presque fini par oublier toute cette histoire. À ce moment-là, Mark Calaway était plongé dans une intense rivalité avec Shawn Michaels. C'est donc lors du tout premier Hell in a Cell match le 5 octobre à In Your House Bad Blood que Kane a finalement décidé qu'il était temps de se manifester et de priver son frère d'une victoire cruciale. En effet, au moment où personne ne s'y attendait, les lumières se sont éteintes et un orgue lugubre a commencé à résonner, annonçant l'arrivée de la Big Red Machine. Alors qu'il avançait dans l'allée aux côtés de Paul Bearer, Vince McMahon a lâché sa désormais célèbre phrase puis Kane a arraché la porte de la cage d'un coup de main avant d'entrer sur le ring pour asséner à son propre frère son propre finisher. On ne pouvait pas rêver d'un début plus marquant, et c'est précisément pourquoi ce moment est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus iconiques de l'histoire du catch. En fait, on pourrait même soutenir que bien que Kane ait connu de nombreux sommets au cours de ses plus de 20 ans de carrière, ce fut le point culminant de son personnage. Jamais il n'a semblé plus invincible et terrifiant que cette nuit-là. Cependant, tous les débuts ne visent pas à instaurer une aura de monstre invincible. Parfois, il s'agit simplement de permettre à un catcheur d'exhiber pleinement son charisme. Et si vous cherchez un exemple parfait de cela à l'ère moderne, il vous suffit de vous rappeler la nuit où Shinsuke Nakamura fait ses débuts à NXT. Oui, le 1er avril 2016, l'un des plus grands catcheurs au monde a enfin fait le saut tant attendu depuis la New Japan Pro Wrestling, attirant instantanément l'attention de tous les fans hardcore en Amérique du Nord. Et comment aurait-il pu en être autrement? Après tout, cet homme avait élevé le IWGP Intercontinental Championship au rang de titre mondial, suffisamment prestigieux pour être en main event au Tokyo Dome. L'espoir était donc qu'il puisse transférer ce talent directement sur le ring de NXT, pour son tout premier affrontement face à Sami Zayn. L'engouement autour de ce match était tout simplement irréel. Au moment où Zayn a fait son entrée ce soir-là, puis s'est tenu sur le ring en attendant l'arrivée de son adversaire, on aurait pu couper la tension au couteau. Bien sûr, aussi apprécié que soit le Québécois, il savait parfaitement qu'il jouerait le second rôle face au King of Strong Style. C'est pourquoi, après que Nakamura ait fait son apparition avec toute l'assurance qui le caractérise, Sami lui a offert une opposition parfaite, mettant tout en œuvre pour que le natif de Kyoto ait l'air d'une véritable star. Cela dit, cet effort n'était même pas nécessaire, Shinsuke était si charismatique qu'il était tout simplement impossible de le faire apparaître comme autre chose qu'un véritable dieu aux yeux du public ce soir-là. Ce dernier lui a d'ailleurs témoigné une adoration inconditionnelle tout au long du combat, une adoration qui a immédiatement établi l'ancien champion IWGP comme l'une des futures têtes d'affiche de la division de développement. Mais il n'était pas le seul grand nom que la WWE avait réussi à arracher à la New Japan à cette époque. En réalité, il n'était même pas le seul ancien champion IWGP à avoir fait le voyage. Non, dans ce qui était considéré comme un coup de maître à l'époque, Vince McMahon était parvenu à attirer non seulement Nakamura et les Good Brothers, mais aussi une figure emblématique qui a elle aussi connu des débuts légendaires lors du Royal Rumble 2016, AJ Styles. En effet, aussi grand que fut Nakamura pour les fans hardcore, on pourrait dire qu'AJ Styles était un encore plus gros coup, car il était déjà bien établi en Amérique du Nord grâce à son passage à la TNA.
Et rien que pour cette raison, il a décidé qu'il sauterait complètement NXT pour rejoindre directement le roster principal après sa signature, avec un début prévu pour le Royal Rumble lui-même. Bien sûr, il faut noter qu'une erreur de production a eu lieu ce soir-là. Alors que Roman Reigns attendait seul au milieu du ring l'arrivée du troisième entrant, l'équipe de production a malencontreusement focalisé la caméra sur son visage confus plutôt que sur la rampe d'entrée lorsque le compte à rebours est arrivé à 0 et KJ a fait son apparition. Cependant, même si ce n'était pas l'idéal pour son introduction, le natif de Georgie a rapidement corrigé le tir en entrant sur le ring sous une ovation massive du public et en tenant tête aux meilleurs pendant plus d'une demi-heure. Lorsqu'il ne projetait pas ses adversaires par-dessus la troisième corde, il utilisait ses capacités de high flyer pour démontrer à tous pourquoi il avait été une erreur monumentale de ne pas l'avoir signé une décennie plus tôt. Inutile de préciser que même s'il a finalement été éliminé par Kevin Owens, son avenir était déjà assuré au moment où il a regagné les coulisses. Vince McMahon venait de prendre pleinement conscience du talent qu'il avait entre les mains, et cela signifiait qu'avant la fin de l'année, AJ non seulement aurait battu John Cena clean, mais il aurait aussi vaincu Dean Ambrose pour devenir champion du monde de la WWE pour la première fois. Cela se serait-il produit même sans une performance aussi marquante lors de ses débuts? Probablement, car AJ Styles était bien trop talentueux pour être ignoré trop longtemps. Cela dit, son impression rapide sur ses patrons a clairement accéléré le processus, lui évitant de passer des années à errer inutilement dans la mid-card avant d'avoir son moment. Toutefois, passer un certain temps dans la mid-card après des débuts marquants peut parfois être une bonne chose. Tout le monde ne débarque pas à la WWE avec un niveau déjà aussi élevé que celui du Phenomenal One. Non, bien souvent les nouveaux arrivants sont de véritables rookies, comme ce fut le cas de John Cena lorsqu'il est arrivé à SmackDown en juin 2002. Mais être un rookie ne l'a pas freiné, bien au contraire. Cela lui a donné la fin nécessaire pour marquer les esprits et c'est exactement ce que le futur 16 fois champion du monde a fait lors de son arrivée à SmackDown. Lorsque Kurt Angle a lancé un Open Challenge le 27 juin 2022, appelant quiconque du roster à venir le défier, Cena est apparu et a proclamé qu'il était prêt à le faire parce qu'il avait la Ruthless Aggression. Était-il vraiment prêt? Absolument, car ce qui a suivi fut la naissance d'une superstar en une seule nuit. Oui, il a perdu contre l'Olympique Hero, mais sa performance fut si impressionnante que les officiels ont décidé de continuer à le mettre en avant dans les semaines et mois suivants. Et à la fin de l'année, il était clair que la WWE comptait faire de lui sa future top star. Et la suite, tout le monde la connaît, Cena est devenu la figure de proue de son ère, portant la compagnie à travers des périodes créativement difficiles tout en restant une idole pour les plus jeunes fans. Il a même utilisé son statut pour aider d'autres superstars à faire une entrée fracassante à la WWE. Un exemple parfait de cela s'est produit en octobre 2004, lorsqu'il a permis à Carlito de faire une première impression mémorable. Comment? Eh bien en allant encore plus loin que Kurt Angle l'avait fait pour lui, en acceptant de mettre Carlito over dès son premier soir en le laissant remporter le titre des États-Unis. En agissant de manière totalement désintéressée, Cena a assuré que le natif de San Juan serait immédiatement perçu comme une star. Une situation qui rappelle ce que Kevin Owens a vécu lors de ses débuts en 2015 où il a lui aussi battu Cena dès son premier match. Grâce à cette victoire inaugurale, Carlito a pu enchaîner une série de 14 victoires consécutives s'imposant comme un catcheur à suivre. Bien sûr, un bon début de carrière ne suffit pas à faire toute une carrière, il a dû travailler dur pour conserver cette aura. Mais sans cette introduction percutante, il n'aurait peut-être jamais eu la chance de briller à nouveau. D'ailleurs, sans cela, qui sait s'il aurait eu la pop phénoménale qu'il a reçue en 2023 lorsqu'il est revenu à Backlash pour aider Bad Bunny devant 18 000 de ses compatriotes portoricains. En effet, lorsqu'un début est bien géré, il peut avoir des répercussions même plusieurs décennies plus tard, alors que la carrière d'un catcheur touche à sa fin. Mais inutile de me croire sur parole, demandez donc à Sean Waltman qui encore aujourd'hui vit sur la légende de son incroyable premier match en 1993 lorsqu'il a choqué le monde en battant Razor Ramon. Et oui, nous savons tous que techniquement, ce n'était pas le premier match du 1-2-3 Kid à la WWF, car au cours des semaines précédentes, il avait pris part à quelques autres matchs d'introduction, sous les noms de The Lightning King, The Cannibal Kid et The Kamikaze Kid. Mais en réalité, peu de gens se souviennent de ces matchs. Non, ce dont les gens se souviennent, c'est ce qui s'est passé lors de l'épisode de Raw du 17 mai de cette année-là. Car après avoir été introduit simplement sous le nom de The Kid, Waltman est monté sur le ring face à Scott Hall et l'a battu clean dans l'un des plus grands bouleversements de l'histoire. Un bouleversement si grand qu'en fait The 1-2-3 Kid, comme il serait désormais connu, est devenu un homme fait du jour au lendemain. Cela signifiait qu'il allait entrer dans des rivalités à l'écran avec des noms comme Ted DiBiase tout en devenant en coulisses un membre de la Clique, le groupe de 5 superstars composé de lui-même, Paul, Kevin Nash, Shawn Michaels et Triple H qui dirigeaient en quelque sorte les affaires de l'entreprise à New York. Même aujourd'hui, 3 décennies plus tard, cette nuit magique de 1993 est toujours considérée comme l'un des plus grands accomplissements de Sean Waltman. Et lorsqu'on prend en compte le fait qu'il a été membre de D-Génération X et de la NWO à différents moments de sa carrière, ça reste admirable.
Mais encore une fois, nous devons poser la question, un tel succès lui serait-il arrivé de toute manière, même sans un début aussi marquant? C'est possible, mais il est tout aussi possible qu'en l'absence de ce moment décisif, le futur X-Pac se soit simplement retrouvé dans l'oubli. Et cela parce que s'il n'avait pas eu une occasion aussi importante de s'imposer dans l'esprit des fans, cela aurait été une lutte extrêmement difficile pour un homme de sa taille à la WWF, peu importe les soutiens qu'il aurait pu avoir en coulisses. Cela dit, le jeu des alliances en coulisses n'a pas toujours été aussi décisif que l'on pourrait le croire. Bien au contraire, comme nous allons le voir maintenant, en 2010, notre prochain grand début nous montre que parfois c'est le nombre et la mentalité de groupe qui sont nécessaires pour se faire remarquer. Et lorsque vous êtes un groupe de 8 jeunes rookies affamés, cela ne devrait pas vraiment être une surprise. En effet, c'est l'heure de parler de la Nexus. Et avant que vous ne le disiez dans les commentaires, je sais que ce moment n'a pas duré longtemps. En fait, dès SummerSlam de cette année-là, après une défaite contre l'équipe Cena, le groupe de rookies était pratiquement enterré au-delà de toute possibilité de rédemption. Cependant, rien de ce qui s'est passé ensuite ne doit diminuer le fait que la Nexus a eu l'un des meilleurs débuts de leur époque. En effet, lors de l'épisode du 7 juin de Raw, après un match entre CM Punk et John Cena, les membres de la Nexus, alors inconnus du grand public, ont sauté par-dessus les barricades et ont commencé à attaquer tout ce qui se trouvait sur leur passage. Sérieusement, depuis les débuts de la NWO, une décennie et demie plus tôt, aucun groupe n'avait fait une telle entrée en scène. Dans le cas de Daniel Bryan, il a même créé tellement de controverses qu'il a été brièvement renvoyé après une scène où il étranglait Justin Roberts avec sa propre cravate, un geste jugé trop violent pour le produit PG. Il va sans dire que les fans ont immédiatement été captivés car pour la première fois depuis longtemps, il semblait que la WWE allait redevenir excitante. Malheureusement, comme nous le savons maintenant, cet enthousiasme n'a pas pu être maintenu car à la fin de l'année, 5 des membres originaux, Darren Young, Heath Slater, David Otunga, Justin Gabriel et Michael Tarver, étaient réduits à de simples figurants, tandis que les deux autres, Ryback et Wade Barrett, ont dû passer de longues périodes à chercher à se reconstruire de manière significative. Et justement, en parlant de groupe, nous arrivons à l'un des débuts les plus marquants de l'histoire de la WWE, celui d'un homme qui a activement contribué à la chute de la NWO, l'icon Sting. L'arrivée de Sting à la WWE au Survivor Series en 2014 était inattendue et totalement inespérée. En effet, l'icon, de par sa carrière, avait toujours rejeté l'idée de rejoindre la compagnie de Vince McMahon, ayant toujours eu pour objectif, au-delà d'un salaire, de développer une jeune compagnie. C'est ainsi qu'à 41 ans, après la fermeture de la WCW, alors que tous les fans pensaient qu'il finirait sa carrière tranquillement à la WWE, il a pris une décision qui allait changer la donne. Plutôt que de signer avec Vince McMahon, Sting choisit de rejoindre la TNA où il allait participer activement à l'élévation de la compagnie. Lorsque son passage à la TNA touche à sa fin et alors que Sting est âgé de 55 ans, il semblait certain qu'il prendrait sa retraite. Les rêves de millions de fans de catch qui espéraient le voir enfin dans un ring de la WWE semblaient se briser. Pourtant, l'impensable s'est produit à la veille de l'année 2015. Après une bataille acharnée entre Team Cena et Team Authority, alors que la victoire semblait acquise pour Team Authority, un cri de corbeau familier a retenti. Une silhouette sombre a alors émergé à l'écran, les lumières se sont éteintes et c'est là que l'histoire de la WWE a pris un tournant inattendu. Le Stinger, vêtu de son manteau et maquillé de son visage emblématique en blanc et noir, est descendu dans l'arène, suscitant une ovation massive du public. Mais ce n'était pas juste un caméo. Non, Sting a directement marqué les esprits en attaquant Triple H avec sa batte, renversant la situation et assurant la victoire de l'équipe Cena. En un instant, Sting a établi son rôle dans la WWE non pas comme un vétéran arrivant pour une poignée de main, mais comme une véritable force prête à défier l'autorité et à laisser sa marque sur la compagnie. Malheureusement, bien que cette arrivée soit magnifique, elle sera suivie par une fin de carrière abrupte. Néanmoins, ce retour reste l'un des plus grands moments de la décennie et de l'industrie du catch. En définitive, un grand début peut faire des merveilles pour la carrière d'un lutteur, mais il doit aussi être suivi d'une réussite concrète. Ces débuts marquants nous rappellent que parfois, un seul moment suffit pour transformer une carrière, voire une époque. Que ce soit un choc inattendu, un renversement de situation ou un personnage qui arrive en force, le catch a cette capacité unique de surprendre, de choquer et de captiver. Chaque arrivée sur le ring peut faire naître des légendes et laisser une empreinte indélébile dans l'histoire, car au final, tout est question de timing et de l'impact qu'on laisse derrière soi. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, c'est très important. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre histoire. C'était Vince, encore une fois, merci à tous.